capitale de la Régence. Tunis qui s'étale sous un ciel de tendresse au bord d'un lac calme, sur les eaux duquel dorment des flamants roses. Tunis, voisine de l'antique Carthage, qui possède les plus beaux souks de l'Afrique du Nord, offre le contraste de sa médina ou ville indigène et de sa cité européenne, conçue et bâtie selon les règles les plus modernes de l'urbanisme, avec ses dispensaires, ses hôpitaux, ses lycées. Tunis est le vivant témoignage de l'action bienfaisante de la France. Tunis, porte vivante du Proche-Orient, clé d'un réseau de routes modernes, nœud ferroviaire important, aéroport en liaison avec la métropole et l'Afrique. Tunis, cité des mille et une nuits, où l'influence française, faite de la collaboration chaque année plus féconde des Français et des indigènes, témoigne de la valeur d'une civilisation dont l'action reste inégalée. De minaret en minaret, au-dessus de Tunis, comme de toutes les villes musulmanes, les muezzins appellent à la prière en ce début de la 9e lune de l'année qui marque le commencement du jeûne de Ramadan. Dès lors, pendant 29 jours, les musulmans ne peuvent ni manger, ni boire, ni fumer, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Comme il est impossible dans les villes de surprendre l'instant précis où le soleil pointe à l'horizon, un coup de canon annonce les premiers rayons du jour et marque ainsi le début de l'abstinence. L'islam entier entre aussitôt en prière. Les croyants, quel que soit leur rang social, gagnent les mosquées. Après les ablutions rituelles, les fidèles ôtent leur babouche sur le seuil des sanctuaires. En cet instant, par tout l'islam, il n'est pas un marabout, un tombeau de saints qui ne reçoivent l'hommage d'un paysan, d'un ouvrier, d'un citadin. Dans les oasis du sud, aux confins des immenses territoires sahariens, ce sont des musiciens bédouins, parfois mieux intentionnés que bons instrumentistes, qui parcourent la Palmeraie pour rappeler aux fidèles les prescriptions imposées en ce mois par Mahomet. Au milieu de groupes fervents, les savants lecteurs de Coran commentent le livre saint et transmettent par traditions orales, depuis le Moyen-Âge, maints rites secrets des confréries religieuses. Dans les écoles coraniques qui correspondent à notre communale, les maîtres font épeler les versets du Coran aux petits-enfants. Aux 6 appels quotidiens des muezzins, les fidèles, où qu'ils soient, dans les mosquées, chez eux ou isolés dans le bled, tombent à genoux, se prosternent, le corps dirigé vers la Mecque, où tout musulman est tenu d'aller en pèlerinage une fois dans sa vie. Cependant, nul n'interrompt son travail. Dans les exploitations agricoles, les troupeaux sont menés au pâturage. Au moyen de cette antique charrue, le paysan trace son sillon. Les tracteurs défoncent les champs immenses que le génie français a conquis sur le désert pour le bien-être des populations indigènes. Les machines agricoles les plus modernes préparent les moissons splendides qui vont lever de ces terres fertilisées par nos ingénieurs. Dans leurs échoppes, les merveilleux artisans indigènes continuent leurs travaux. Le potier pétrit l'argile qui sera illuminée de vives couleurs. Les cordiers sont à l'ouvrage. Les femmes pilent la laine, la travaillant sur leurs jambes, selon le mode que de tout temps les mères ont transmis à leurs filles. Sur ce métier, des ouvrières, qui sont des fées patientes, fabriquent des tapis aux somptuosités multicolores. Voici de jeunes nattiers, aux doigts agiles. Dans cette école professionnelle, sous la direction de professeurs indigènes, ces enfants apprennent à travailler l'alpha.
tandis que la lumière commence à décliner, peu à peu, les terrasses innombrables des villes tunisiennes, domaine exclusif des femmes, les ruelles, ce peuple de musulmans qui attendent la chute du jour et le signal de la fin du jeûne. Pauvres et riches, égaux devant la loi du prophète, attendent avec d'autant plus d'impatience, au fur et à mesure que les jours d'abstinence sont déjà plus nombreux, le coup de canon marquant la trêve provisoire, le coup de canon qui va donner le signal des agapes. Et jusqu'à l'aube, les trois grands plaisirs du Tunisien sont permis. Fumer une cigarette, boire le café en devisant avec des amis, et manger le couscous, chef-d'œuvre culinaire amoureusement préparé. Mais en ce ramadan 1940, les fêtes nocturnes, en dépit de leur éclat, sont marquées par une incontestable retenue, geste d'affectueuse solidarité à l'égard de la France en deuil. Le 27e jour du ramadan, son Altesse Sidi Ahmed Pacha Bey se rend en cortège à pied par les souks à la grande mosquée où il va prier sur les tombeaux des saints. La cérémonie terminée, son Altesse le Bey prend place dans sa calèche et par les rues de la capitale, salué par son peuple, regagne son palais. Et c'est la 27e nuit de Ramadan, un peu semblable à notre nuit de Noël, joyeuse, animée, marquant l'anniversaire du mystérieux voyage que Mahomet fit de son vivant au paradis. Illumination brillante, théâtre de marionnettes, une immense fête foraine assemble les Tunisiens. Carapuce, le fameux guignol turc, a toute licence pour braver l'honnêteté et le respect dû aux grands personnages. Dans les cafés envahis par un public brillant, chanteuses et danseuses se succèdent sur les estrades improvisées au son d'orchestre qui déchaînent les rythmes les plus endiablés. Le lendemain, c'est la grande fête de l'Aïd Fri. Les femmes s'enroulent dans leurs voiles les plus soyeux et se parent de tous leurs bijoux. Les hommes inaugurent des babouches neuves et les chéchias éclatants dont ils ont dévalisé les soupes. La vie n'est qu'allégresse. C'est le jour où dans toutes les familles, les enfants reçoivent des cadeaux. Maîtres et serviteurs, chefs et subordonnés, tout le monde s'embrasse dans les rues pour se souhaiter une année prospère et les pires ennemis ne se refusent pas le baiser de la fête. Au palais du Bardo, pavoisé aux couleurs franco-tunisiennes, commencent les réceptions. Les spahis de l'Oudjak, dans leur uniforme magnifique, rendent les honneurs. Le représentant de la France, le résident général amiral Esteva, dont chacun sait dans ce palais de quels exploits il a enrichi l'épopée de notre marine, escorté d'officiers de toutes armes, introduit par un ministre, vient apporter les vœux de la France au Bey qui l'accueille dans la grande salle du trône. Monseigneur, je viens à l'occasion de l'Aïd el-Fitr présenter à votre Altesse mes vœux très sincères pour son bonheur personnel et pour la prospérité de la Tunisie. Puis commence les réceptions des autorités musulmanes qui se pressent sur le célèbre escalier des Lions. En délégation, elles viennent s'incliner devant le souverain
pour la cérémonie du baisement en présence des généraux Chamar et d'Or. Toutes les corporations sont admises une à une. Le bey, qui est en même temps chef religieux, se rend ensuite en cortège à la mosquée du Bardo pour la prière, précédé des Bachamba, qui sont les chambellans de la cour, des aides de camp, des généraux, des ministres et des princes de la famille régnante aux habits brodés d'or. Dès que la cérémonie à la mosquée a pris fin, son Altesse le bey regagne son palais. Les fêtes officielles sont alors terminées. Déjà, le ramadan n'est plus qu'un souvenir. La joie populaire se donne libre cours. Le jeûne est fini. Plus de privation, ni de jour, ni de nuit. Les réjouissances de toutes sortes sont offertes pendant 3 jours aux Tunisiens. Ainsi, la France soutient les peuples musulmans qu'elle administre et qui ont versé leur sang pour elle, dans cette fidélité à leur foi et à leur tradition qu'elle tient pour la plus haute source de leur vertu. Elle a partagé en ce jour, pour eux solennel, la confiance qu'ils ont manifestée dans l'avenir et en la miséricorde de Dieu.